Le chapitre 10 est en quelque sorte la suite logique et la conclusion logique des chapitres précédents, puisque les chapitres précédents sont le reflet de la hiérarchie sociale, avec la ville, la cour, les grands. Et donc ici, on va avoir un chapitre consacré au roi, puisque le souverain, c'est en fait la puissance qui gouverne, et la République, c'est l'État. Donc il va y avoir un glissement de sens, puisque il va progressivement montrer que, eh bien, comme l'a dit lui-même Louis XIV, l'État, c'est moi. Alors encore une fois, on voit bien à quel point La Bruyère est quelqu'un de prudent politiquement, puisque il reprend dans ce chapitre la traditionnelle méfiance qu'ont en commun toutes les élites depuis plusieurs siècles vis-à-vis du peuple. Le peuple, c'est un monstre imprévisible. Il ne faut surtout pas le provoquer puisqu'on ne sait pas comment le calmer ensuite. Donc les révoltes populaires sont vraiment perçues comme le réveil du monstre. Et donc là aussi c'est traditionnel. Il vaut mieux endormir le peuple avec des divertissements qui vont l'étourdir et qui vont en fait le détourner de toute tentative de pensée et de révolte. Donc ce n'est pas une pensée qui s'écarte d'une certaine tradition de la pensée politique. En réalité, ce chapitre va surtout se centrer sur la figure du roi. En effet, il suffit que l'intérêt du roi se confonde avec l'intérêt de l'État pour que finalement tout prospère. Et on a ainsi la figure du roi comme un père qui prend soin de sa famille, qui prend soin de ses enfants, le père du peuple pris ici comme l'ensemble des sujets. La remarque 16 est assez intéressante à cet égard, puisque on voit un roi qui est lui aussi en train de jouer un rôle dans la grande comédie sociale. Il est au milieu des autres acteurs qui sont les courtisans, les grands, les bourgeois, etc. Et ici, on a une remarque qui montre que pour lui, lorsqu'il va sortir du théâtre, il va être difficile de trouver une personne de confiance lorsqu'il va quitter son costume de scène. Et donc, on a une considération sur le roi, qui est une considération d'un roi qu'il faut plaindre, puisque c'est difficile d'être roi. On est seul, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas vers qui se tourner. La remarque 29 est une remarque importante. Elle développe une métaphore tout aussi traditionnelle de la philosophie politique, puisqu'elle développe la métaphore du roi comme berger. Le peuple est ici le troupeau et le berger qui veille sur lui, le roi. C'est le dernier paragraphe qui est vraiment intéressant. Dans ce dernier paragraphe, il y a de manière implicite une critique du luxe et de la magnificence. Le berger, en effet, n'a pas besoin d'or et il n'a pas besoin normalement d'avoir un étalage de ses richesses. Cela ne sert à rien pour gouverner. On peut gouverner sans être habillé avec de l'or et de la pierrerie. Donc on voit qu'ici il y a un appel discret, mais un appel quand même bien présent à la modération dans le faste, à la modération dans la magnificence. Mais ici, cette modération, elle reste néanmoins discrète, puisque le roi berger est néanmoins une conception qui est là réaffirmée. Et en fait, cet appel à la modération dans le luxe est en réalité tout aussi traditionnel de la morale chrétienne, et on voit aussi que cet appel est d'autant moins dangereux pour La Bruyère que La Bruyère va terminer le chapitre sur le souverain par un éloge quasiment sans nuance et quasiment mais vraiment explicite de Louis XIV dans la remarque 35. Le roi est le garant de la stabilité sociale, c'est le seul rempart au désordre constaté dans les chapitres précédents, et donc pour La Bruyère, c'est ce qui explique que Louis XIV, le roi,
est grand.